Cette histoire commence par un cri strident pour se calmer. Le cri est si fort que les oiseaux sont effrayés et s'envolent de la grande cathédrale dans des directions différentes, on l'entend même à l'extérieur de la cathédrale. Une jeune fille habillée en prêtresse dit à quelqu'un que tout va bien. Tout va bien. Ils ne sont pas sur le champ de bataille. Vous pouvez vous détendre. La sueur coule sur son visage à cause de la peur, et la main cicatrisée de quelqu'un est à côté d'elle. Au-dessus d'elle se tient un garçon trapu, le dos et les bras tous cicatrisés et cicatrisés. Les murs et le sol tout autour sont couverts de marques d'impact et de fissures, et il y a un service à thé cassé sur le sol. Le visage du garçon est déformé par une grimace de haine et d'agressivité. Les veines de son cou sont enflées. Ses yeux brillent d'une lumière violette et il grogne littéralement contre la fille comme une bête sauvage. La fille n'a pas peur de lui. Elle regarde cette bête dans les yeux avec détermination et confiance et rassemble ses forces sans détourner le regard. Elle pense que c'est du harcèlement, bien sûr, mais elle doit y faire face. Tandis que le garçon continue de grogner de manière menaçante contre elle, la jeune fille déplace doucement sa main vers la zone de son ventre et lance une magie de guérison. Cela fait que le gars agressif détourne le regard d'elle pendant un moment. La jeune fille continue de lancer son sort et la lueur de sa magie se propage dans toute la pièce, aveuglant tout d'or. Le mec se détend un peu, ses veines ne sont plus visibles et il n'y a aucune expression agressive sur son visage. En quelques instants, le garçon tombe épuisé dans les bras de la prêtresse, qui n'a pas l'air du tout contente de la tournure des événements. Elle pense que cette fois, il a réussi à contrôler son attaque. Elle tapote le bras du garçon, toujours avec une expression sarcastique sur le visage, et le félicite ironiquement pour son exploit. Cette fois, il réussit à se calmer 10 secondes plus tôt que la dernière fois. Le gars continue de rester immobile à côté d'elle, appuyant sa tête contre le mur. Le visage de la prêtresse devient mécontent et elle demande avec colère s'il pourrait enfin s'éloigner d'elle. La fille demande presque littéralement au gars de se lever, le repousse avec ses mains aussi loin qu'elle le peut, ce qui est difficile compte tenu de son physique. En réponse, elle entend un « non », confus mais obstiné. La prêtresse pense qu'il a repris ses affaires. Pendant ce temps, le gars lève la tête. Maintenant, il ressemble à un mignon petit chiot et regarde la fille avec des yeux pitoyables. La prêtresse soupire, pensant que ce chiot ne pourra jamais simplement décrocher et dire ce qu'il veut à un moment donné. Confuse, elle demande au garçon ce qu'il veut cette fois. Le gars lui attrape la main et la tire vers lui, demandant avec incertitude à la fille d'être à côté de lui. Elle ne s'attend pas à cela de sa part et tombe presque de ses pieds, s'appuyant involontairement sur lui. La fille pense sombrement que ce type ne parle jamais en premier jusqu'à ce qu'elle commence, et aussi que c'est précisément à cause de son désir qu'ils ne peuvent en aucun cas se rapprocher l'un de l'autre. La prêtresse lève les yeux au ciel et tapote le dos du garçon avec des phrases apaisantes. Elle est là, elle ne va nulle part, tout va bien. À propos d'elle-même, elle pense vaguement au moment où sa sortie au monde aura lieu. La jeune fille envisage de quitter le service pour toujours. Et quand sa vie est-elle devenue ainsi? Elle rappelle que tous ses problèmes ont commencé le jour fatidique où cette mission très importante lui a été confiée. Un homme respectable en été est assis à table. Il est vêtu d'un luxueux costume de prêtre avec une croix massive et souhaite à la jeune fille que la bénédiction de Dieu soit toujours avec elle. C'est sa salutation habituelle. La jeune fille sourit et dit qu'elle est très heureuse de rencontrer sa sainteté, mais son visage est très loin de l'expression d'une admiration et d'un plaisir sincère. Elle pense que la sainteté est le rang le plus élevé du temple. Elle rappelle mentalement que la hiérarchie du clergé de l'église de Raclion est simple. Les 7 fils de Dieu constituent le plus haut clergé. Sa sainteté préside tous les temples existants et sa sainteté est le chef des temples individuels. Mais elle-même ne fait pas partie de cette hiérarchie, et cela fait mal à la fille. Elle n'est qu'une novice ordinaire, l'une des centaines de filles inexpressives qui n'ont ni pouvoir ni volonté propre dans la plupart des domaines. Le nom du personnage principal est Daylin. Quand elle était encore très jeune et naïve, remplie de bonheur et de confiance qu'elle n'était pas digne de l'honneur de servir dans le temple en tant que novice, tout semblait magique. Mais plus Daylin servait au temple, plus les problèmes apparaissèrent dans sa vie et chaque jour devenait pire que le précédent. En seulement 1 an de service, la jeune fille est devenue irritable et constamment irritée.
Avec un faux sourire, Daylin écoute Sainteté dire que cela fait de nombreuses années qu'elle ne les a pas rejoints sur le chemin du service. Elle pense qu'elle travaille comme un diable depuis 7 ans. Sa sainteté sourit à Daylin, rayonnant d'une aura radieuse, et dit qu'elle, ayant surmonté toutes les difficultés sur son chemin, est devenue une belle fille. Daylin pense qu'elle n'a pas de chance d'être pauvre. Daylin remercie joyeusement la sainteté et demande s'il a besoin d'aide avec beaucoup d'enthousiasme. Elle sait déjà que maintenant une tâche très difficile et désagréable lui sera confiée. C'est déjà arrivé. Daylin pense qu'elle n'a jamais donné que du sale boulot. Même si elle essaie, il n'y aura pas de promotion. Au début, elle a résisté, puis elle a réalisé qu'il valait mieux se taire. Sa sainteté dit que Daylin est immédiatement considérée comme un excellent modèle. Il sourit et dit que la fille l'aidera beaucoup si elle fait une petite tâche pour lui. Daylin continue de sourire à sainteté, tandis qu'à l'intérieur, elle crie. Elle savait déjà que maintenant on lui confierait un travail, et elle veut le faire parfaitement pour frotter le nez de tous ceux qui doutent d'elle. Sa sainteté dit avec joie qu'il lui suffit d'aider le jeune homme qui souffre des graves conséquences de la guerre à réintégrer la vie en société. Daylin est tout simplement choquée par cette mission. Daylin court mentalement à travers le plafond et crie à plein poumon. Elle ne veut pas entreprendre cette tâche, elle n'est qu'une novice qui ne connaît rien aux batailles, aux guerres, et en plus, elle a aussi très peur du sang. Sa sainteté dit que Daylin a déjà été envoyée sur le champ de bataille à 2 reprises. Elle devrait donc y être habituée. Elle précise si cette mission concerne simplement le traitement d'un blessé de guerre. Seuls ceux qui ont fait la guerre savent à quel point cela empoisonne une personne. Au milieu du meurtre et du sang, ayant perdu leur forme humaine, les guerriers changent. Les ministres de l'Église, bien sûr, guérissent le corps et l'âme des soldats, mais ils les ont soignés seulement jusqu'à ce qu'ils soient capables de se battre, sans se demander s'ils seraient capables de vivre une vie normale par la suite. Et si le haut clergé de l'Église s'intéresse à quelque chose, cela implique de l'argent. De plus, il n'y a pas assez de monde maintenant, et s'il lui envoie un novice instruit, alors l'affaire est sérieuse, et ce n'est pas un aristocrate ordinaire. Toutes ces pensées traversent la tête de Daylin. Daylin réalise sombrement que c'est de l'aide de Dieu dont elle a besoin maintenant. Elle est obligée d'entreprendre cette tâche et de la remplir, car si elle n'y parvient pas, elle n'aura qu'à mourir sans gloire. La sainteté dit qu'il est nécessaire de tendre la main à celui qui en a besoin. Daylin demande ce qui se passera si elle meurt dans le processus. Sa sainteté sourit béatement et dit que Dieu lui accordera le bonheur éternel. Daylin peut directement sentir la sainteté danser derrière elle, criant qu'elle n'ira nulle part pendant la 7e année d'esclavage. Elle pense qu'il y a 7 ans, elle aurait accepté sans même réfléchir, sans poser de questions. Daylin demande à sainteté dans une langue différente ce qu'elle obtiendra en retour. Elle pense que quelles que soient les conditions favorables qu'il propose, elle ne sera pas d'accord. Si elle le prend, elle sera utilisée, et c'est tout. Daylin croise docilement les mains devant elle en signe de soumission, pendant qu'elle danse en elle-même. Si elle n'est pas d'accord, alors sa sainteté aura des problèmes. Il devra offrir une vraie récompense. La sainteté pense qu'elle n'apprendra jamais l'humilité. Daylin ne pense pas que ce soit possible, elle peut toujours partir. La tension entre eux devient presque physiquement palpable, aucun des deux ne va abandonner. Il est interdit aux novices eux-mêmes d'accepter de l'argent. C'est une règle de fer. Peu importe les efforts de Daylin, peu importe ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas devenir plus riche, car elle n'avait pas le droit de recevoir quoi que ce soit en récompense. Daylin a grandi dans un temple et croyait que c'était ainsi que les choses devraient être. Elle était reconnaissante pour la nourriture et un lit chaud et était prête à tout faire pour l'amour de Dieu, à tout lui donner pour son salut et son affection. En tant qu'adulte, battue par la vie et en danger à plusieurs reprises sur le champ de bataille, la vision du monde de Daylin a changé. Si elle survit de justesse et disparaît, personne n'appréciera ses efforts. Au milieu des appels à l'aide, des feux de la guerre, elle a réalisé que les gens naissent et meurent seuls, telle est la vie. Et si tel est le cas, elle ne se laissera certainement pas entraîner et sortir sur son cou. Daylin se tient devant la sainteté avec une posture humble, mais un regard têtu et ferme. Elle pense que s'ils veulent l'utiliser, ils devraient le dire directement, sinon elle s'en ira.
Sa sainteté s'éclaircit la gorge et dit qu'il observe Daylin depuis longtemps et qu'il sait à quel point elle est talentueuse. Qu'il est vraiment désolé que ses efforts n'aient pas été remarqués plus tôt. L'oreille de Daylin se contracte à ces mots. Sa sainteté croise les mains en souriant et dit que si tout se passe bien cette fois, tout le monde, même le haut clergé, reconnaîtra sûrement ses mérites, Daylin. Daylin est rayonnante de ce qu'elle a entendu. Elle pense que cela signifie une promotion. Il ne peut y avoir aucune erreur. Si tout se passe bien, elle obtiendra une place dans la hiérarchie supérieure après tant d'années de dur labeur. Daylin pense qu'elle est d'accord sur de telles conditions et dit à haute voix que tout est la volonté de Dieu. Elle ira n'importe où, car c'est le commandement de sa sainteté. Daylin demande la permission de démarrer la tâche. Sa sainteté sourit soudain d'un sourire pas du tout agréable et claque des doigts. Il dit qu'après avoir entendu ces paroles de Daylin, il croyait même qu'elle ferait face à cette tâche. Il demande à Daylin de partir immédiatement et de suivre les ordres des 2 voyous de l'Église qui apparaissent derrière elle. Daylin se demande s'il est vraiment nécessaire de commencer tout de suite, toujours captivé par la promotion. L'aura autour de la sainteté devient tout simplement diabolique, et il dit que le jeune maître qui a besoin de l'aide de Daylin est un héros victorieux, un guerrier de la 8e escouade appelé Berserk. Daylin, qui est fermement tenue par les bras, commence à réaliser ce qui s'est passé et elle se fige d'horreur. La jeune fille comprend que la personne vers qui elle s'adresse tue sans discernement ennemis et amis. Sainteté sourit à nouveau et dit qu'elle devra agir seule. Telles sont les conditions. Il souhaite bonne chance à Dalen et dit qu'il espère vraiment la revoir saine et sauve. Les cris de Daylin pour qu'elle soit laissée seule et qu'elle quitte le service religieux ont disparu dans les airs avec le rire sympathique et caustique du prêtre complice. Il s'est avéré que ce jour-là, Daylin a été prise dans un piège astucieusement tendu qu'elle n'était pas sûre de pouvoir gérer. Elle s'est retrouvée dans un immense domaine avec un jardin luxueux et un grand terrain. Et le plus important, c'est qu'elle s'est retrouvée piégée avec une bête sauvage qui ne sait pas du tout se contrôler. Quand il entendit Daylin, il grogna comme s'il était fou et regarda autour de lui avec un regard complètement méchant. Daylin monte dans une calèche qui l'emmènera au domaine d'un jeune maître. Elle est désespérée. Elle pense qu'elle vient tout juste de rentrer de la guerre, mais elle sent que la vie la ramène dans son propre enfer. Elle est assise dans une voiture avec une petite valise remplie de choses et pense qu'elle a déjà vu tellement de choses dans sa vie qu'elle n'a plus de larmes. Daylin a envie de pleurer, mais elle n'en est physiquement pas capable. Daylin décide de raconter comment la 8e équipe est née. Dans la guerre entre Raklion et l'État voisin du Sorben, la victoire était du côté des Sorben. La guerre faisait rage à une échelle incroyable. À chaque défaite ultérieure, le moral des troupes de Raklion tombait et personne n'espérait même la victoire. Les religieuses de l'Église soignaient sans cesse les blessés graves et privés de membres. La guerre s'éternisa jusqu'à ce qu'ils apparaissent, la 8e escouade. Daylin les avait vus apparaître de ses propres yeux et ils ressemblaient plus à des bêtes sauvages qu'à des soldats disciplinés. Personne ne savait qui ils étaient et d'où ils venaient. Quelques combattants sélectionnés qui se sont battus comme des possédés. C'est leur pouvoir insensé qui a renversé le cours de la guerre. Ils sont apparus de nulle part, ont gagné la bataille et sont morts. Les alliés les appelaient des sauveurs et les ennemis les appelaient des démons. Daylin leur était très reconnaissant, car quand vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous vous accrochez à n'importe quoi. Elle voulait juste que cette guerre sanglante se termine. Mais en un instant, tout a changé. Les soldats du détachement ont commencé à attaquer les soldats amis qui ne pouvaient pas s'y opposer. Les sauveteurs ont commencé à être qualifiés de chiens enragés et le besoin de traitement s'est accru. Daylin pense que c'est injuste. Oui, ils étaient vraiment brutaux au combat, mais ce n'est pas une raison pour les appeler des animaux. Après tout, c'est grâce à eux que Raklion a rapidement remporté la victoire sur les Sorben. Le deuxième fils de l'empereur, le commandant en chef, devint un héros. Le succès de la guerre lui fut attribué et l'existence de la 8e escouade fut effacée, qualifiant chaque membre de dangereux fou. Quelqu'un du haut des aristocrates a néanmoins décidé. Cela valait la peine de récompenser les participants avec des titres et des terres et de ne pas les cacher, et a donné l'ordre à l'Église de les guérir et de les préparer à faire partie de la noblesse de Raklion. Daylin pense qu'il faudra une douzaine de guerriers pour arrêter un de ces combattants,
mais elle ne peut tout simplement pas le faire seule. Elle se maudit d'avoir accepté si facilement juste pour la promesse d'une récompense. Alors que Daylin pense qu'elle doit non seulement apprendre à se comporter comme un humain, mais aussi à façonner un noble seigneur à partir d'un guerrier, quelqu'un lui parle, brisant ses pensées. Le gaz est assis juste en face d'elle. Il sourit chaleureusement à Daylin et dit qu'ils seront bientôt là. Et la remercie également encore une fois d'avoir accepté de venir aider le jeune monsieur. Il n'y a aucun mensonge ou tromperie dans ses paroles. Daylin rit maladroitement et un peu nerveusement, honteuse d'être perdue dans ses propres pensées, même si elle n'était pas seule dans la voiture. Elle répond qu'elle suit simplement la volonté de Dieu et qu'il n'en est rien. Le garçon en face de lui s'appelle Loren Track. Il est le troisième fils de la maison Track et un officier d'état-major de l'armée de Raclion. Il apparaît amical et sincère, un jeune aristocrate séduisant. Loren est une personne très compétente, mais après la guerre, il a été laissé en faillite. Alors maintenant, on lui confie le rôle de celui qui résoudra les problèmes de l'unité. Il dit que malgré la volonté de Dieu, cela n'allait pas être une décision facile. Daylin ne répond pas directement à cette provocation. Elle dit seulement que ce jeune maître est après tout de la 8e équipe et qu'elle fera donc de son mieux pour l'aider à s'adapter. Loren dit qu'elle a confiance en Daylin, qu'elle y arrivera, même si elle doit tout faire seule. Il sort un sifflet de sa poche et le tend à Daylin, et lui demande de toujours le garder avec lui. Daylin prend le sifflet avec une grande surprise et demande pourquoi elle l'a. Loren dit que c'est une mesure de sécurité à utiliser en cas de danger. Le sifflet a été spécialement conçu pour rassurer. Daylin comprend enfin pourquoi le sifflet est nécessaire et le porte autour de son cou en signe de gratitude. Elle pense avoir essayé à plusieurs reprises de deviner comment exactement l'aristocratie faisait obéir la 8e escouade. La calèche atteint enfin le luxueux domaine, et Loren est heureuse de dire qu'ils ont finalement atteint leur destination. C'est dans ce lieu chic que Daylin va vivre et aider le jeune maître. Loren donne des instructions. Des domestiques viendront de son domaine, feront le ménage et la lessive une fois par semaine. La nourriture sera livrée tous les 2 jours, et si quelque chose arrive, la sécurité est toujours à la porte. Daylin demande avec scepticisme comment les gardes peuvent l'aider, à quoi Loren répond avec enthousiasme qu'il s'agit soit de nettoyer le corps, soit de mourir pour l'entreprise. Mais elle doit utiliser le sifflet. Dans un accès de désespoir, Daylin demande si elle peut aussi déménager pour la nuit, mais Loren lui dit que c'est impossible. Au même moment, il avait déjà sauté dans la voiture qui l'emmenait hors du domaine. La voiture part, Daylin se retrouve debout au milieu de la route, désespérée, avec la sécurité approchant derrière elle. Il demande la permission de prendre ses bagages et lui souhaite la bienvenue dans le monde du travail 24 heures sur 24 au domaine. Daylin refuse de l'aide avec les bagages, car la valise est petite et légère, et la sécurité lui ouvre au moins la porte. On dit que le maître est dans la salle blanche au bout du couloir et qu'il la laisse entrer. Daylin regarde autour de lui le vaste domaine vide. Elle imaginait que dès qu'elle entrerait, un animal sauvage se jetterait sur elle. Mais partout c'était complètement vide, pas que l'animal, pas même une petite souris. De plus elle avance, plus le domaine lui semble grand, il semble s'étendre sous ses pas, et le vide et le silence absolu le rendent encore plus grand et grotesque. Daylin ouvre soigneusement la porte de la pièce voisine et ne peut s'empêcher de sourire de satisfaction et de bonheur. Le domaine est tout simplement luxueux, toutes les pièces et même les couloirs sont décorés d'œuvres d'art. La fille se souvient qu'avant cela, elle vivait dans une petite cellule et que son propre lit ressemblait davantage à un cercueil, mais tout autour de moi était toujours très ascétique, bon marché et simple. Elle imaginait qu'elle vivrait dans un terrible chenil, à côté d'un chien enragé. Mais elle était entourée d'un tel luxe que la jeune fille était même heureuse d'une telle tournure des événements. Elle parcourt joyeusement les couloirs en chantant. Daylin Dance rit joyeusement, demande au public imaginaire de se tenir à l'écart et de ne pas déranger une femme aussi radieuse et se sent généralement comme une vraie princesse. Elle a même oublié un instant sa tâche. Soudain, sa danse et son plaisir sont interrompus. Daylin aperçoit un jeune homme au milieu de la pièce, assis entouré de débris et de décombres. Il releva ses jambes et une aura maléfique l'entoura. Pan commence à grogner contre elle, ce qui implique clairement de sortir d'ici. Mais Daylin se défend. Elle mentionne qu'on ne peut pas montrer sa peur aux animaux sauvages.
car ils la ressentent. Le grognement de l'homme devient de plus en plus fort. Ses yeux sont pleins de haine et du désir de tuer. Les veines de son cou et de son visage sont enflées. Il montre les dents de manière agressive et prêt à se jeter sur Daylin à tout moment. Daylin resserre sa prise sur le sifflet que Lorraine lui a donné et fait quelques pas prudents en avant, s'approchant de la bête. Elle marche sur des éclats de verre et de bois qui crissent sous ses pieds. Lorsque l'homme voit Daylin marcher vers lui, ses yeux s'écarquillent et il change de posture, sautant en s'accroupissant. Il semble plus calme et Daylin essaie de savoir s'il est sain d'esprit. Elle pense que si ce tas de muscles attaque, elle sera définitivement un cadavre. L'homme, quant à lui, arrête vraiment de grogner et semble prêt à s'enfuir à tout moment. Daylin pense qu'il s'est calmé. Confuse, Daylin décide qu'elle devrait essayer de lui parler. Elle est obligée de comprendre à quel point cette personne est adéquate dans un esprit sobre. Dès qu'elle ouvre la bouche pour dire qu'elle s'appelle Daylin, l'homme l'attaque instantanément en sautant en l'air. Daylin parvient à peine à porter le sifflet à sa bouche, terrifiée et prise au dépourvu. Elle a sérieusement mal calculé ce jour-là. Je pensais que, quoi qu'il en soit, cet homme reste toujours une personne, mais il s'est avéré que tout n'est pas si rose et simple. Daylin siffle aussi fort qu'elle le peut. Mais elle ferme les yeux de terreur et ne voit pas de collier magique apparaître autour du cou de l'homme. Il fait visiblement beaucoup de mal à l'homme. L'homme tombe au sol, il est inconscient. Daylin, qui n'a aucune idée du fonctionnement du sifflet, le regarde avec confusion et inquiétude. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. La jeune fille regarde anxieusement du sifflet à l'homme et tourne en rond. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il vient de s'évanouir, mais on dirait qu'il est vraiment tombé à cause de ses actions. Daylin se penche rapidement sur le jeune homme, elle essaie de lui crier et de le ramener à lui. La jeune fille se rend compte avec horreur qu'il ne respire pas et espère qu'il est encore en vie. Soudain, Daylin se rend compte qu'elle est assise à côté de la personne qui a failli la tuer. Elle se lève précipitamment et s'éloigne de son mari de quelques pas en se pressant contre la porte. Cependant, le devoir et de nombreuses années de formation de guérisseur l'emportent, et Daylin s'approche prudemment de l'homme inconscient. Elle marche pas à pas, les jambes tremblantes, et appelle constamment son mari. Daylin pousse l'homme avec son doigt, testant sa réaction. Elle espère qu'il ne fait pas semblant, attend le moment d'attaquer et pense que s'il est mort, alors sa mission peut être considérée comme terminée. Soudain, le regard de la jeune fille se pose sur le cou de l'homme. Elle est surprise de ce qu'elle a vu, car avant qu'il n'y ait de telles marques sur lui, comme si elles provenaient d'une corde bien tendue, Daylin s'en souvient parfaitement. Daylin est horrifiée de réaliser que cela pourrait être dû au coup de sifflet. Elle est étonnée que l'homme ait perdu connaissance et se soit effondré de douleur, mais n'ait émis aucun bruit. Seule une goutte de puissance divine restait en lui. Daylin grimace et pense que l'homme ressemble à un cadavre pendu en ce moment, et c'est un spectacle horrible. Elle décide de ne pas utiliser le sifflet si possible et le cache résolument sous ses vêtements. Cela fait mal à la fille de voir comment l'homme ment, tout tordu, alors elle essaie de le mettre plus confortablement, au moins sur le dos. Ce faisant, elle se plaint que c'est étonnamment très lourd. Alors que l'homme est déjà allongé sur le dos, Daylin est assez surpris de constater que sa tête ne touche pas le sol. Elle comprend que c'est à cause des muscles du dos incroyablement forts, mais c'est la première fois qu'elle voit une telle chose. Daylin trouve rapidement un oreiller et le place sous la tête de l'homme pour reposer ses muscles. Cependant, elle lui dit qu'elle le fait uniquement parce que l'oreiller était à proximité et qu'elle n'est pas très bonne en général. Après avoir fini avec l'oreiller, Daylin pense que les choses vont mal parce que l'homme n'a même pas bougé pendant le processus. Cependant, elle espère que s'il ronfle, il sera définitivement en vie et pourra se reposer. Le regard de Daylin se pose sur le torse nu de l'homme alors qu'elle le traîne sur le sol dans toutes les directions. Elle voit davantage de blessures. Elles semblent ordinaires, mais elles sont déjà trop fraîches à son avis. Daylin pense qu'elle est trop gentille et qu'elle se lance à nouveau dans sa propre entreprise. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle s'assoit résolument sur les hanches de l'homme et, d'un mouvement brusque, ouvre sa chemise, exposant complètement son torse. La jeune fille est fascinée par les muscles qu'elle voit, mais en même temps elle se demande si ce corps était un instrument de meurtre ou une planche à laver. Pourquoi n'y a-t-il pas de vie à la place de l'homme? Il y a des blessures et des cicatrices continues partout.
Daylin dit de manière conspiratrice à l'homme inconscient qu'il lui accordera des faveurs spéciales uniquement à titre d'excuse, mais que cela doit rester entre eux. Elle commence à guérir toutes ses blessures grâce à son pouvoir. Daylin dit qu'elle compte vraiment sur l'homme pour qu'il se taise et ne parle à personne de sa stupidité. Il semble que c'est ainsi qu'elle se calme pendant le traitement. Enfin, Daylin a remarqué que son don était spécial. Elle a compris qu'il n'y avait personne pour la protéger et qu'elle pouvait facilement être utilisée grâce à ce don. Alors elle l'a soigneusement caché à tout le monde autour d'elle. Il aurait fallu au moins une demi-journée à un ministre d'église normal pour guérir des blessures aussi graves, mais elle y est parvenue en quelques minutes, tout en guérissant même les plus petites égratignures. Daylin pense avec satisfaction que maintenant que l'acte est accompli, elle a envie de quelque chose de sucré. Elle espère que si ce domaine est luxueux, la nourriture qu'il contient sera tout aussi délicieuse. Elle s'intéresse à ce que mange sa pupille, car même s'il s'agit d'un animal, il ne devrait pas manger de viande crue. Daylin dit que quelque part il doit y avoir tout pour ce joli visage, et ces mots réveillent l'homme en un instant. Choqué par le fait qu'une fille soit assise sur lui, l'homme n'hésite pas à s'asseoir brusquement. Au même moment, il frappe de toutes ses forces sa tête dans le nez de Daylin et elle retombe jusqu'à ce qu'une fontaine de sang coule de son nez. La jeune fille se demande involontairement si elle va mourir. Mais l'instant d'après, elle se rend compte que ce n'est pas le cas, et maintenant elle est assise en face de l'homme avec des cotons-tiges dans son nez blessé. L'homme a l'air offensé par Daylin et resserre sa chemise. La fille crie qu'elle n'a rien fait de tel, qu'elle avait besoin de se déshabiller pour se faire soigner, et que cela ne sert à rien de la regarder comme ça. L'homme détourne le regard, confus et quelque peu embarrassé, et Daylin lui crie avec exaspération d'arrêter d'agir comme s'il manquait quelque chose d'important. Daylin tient les cotons-tiges dans sa main, et pense que malgré tout, elle est heureuse que l'esprit de son homme soit revenu au point où il ressent maintenant de la honte. Cela ne peut s'empêcher de plaire, et les saignements de nez se sont également arrêtés. La jeune fille atteint à nouveau l'homme avec sa magie. Elle dit que le traitement n'est pas encore terminé, qu'il devrait rester assis un moment, car cela ne fait pas mal. En réponse, l'homme s'éloigne, incrédule. Cependant, Daylin ignore son comportement et se rapproche de l'homme, poursuivant le traitement. Il réalise avec une grande surprise qu'elle l'aide vraiment et ne fait rien de mal. Daylin est heureux que l'homme se soit détendu. Elle suppose que son accès de colère était un signe de surexcitation, car tous les membres de la meute se distinguaient par des sensibilités animales, et le bruit de « ses pas » aurait pu le provoquer. Daylin regarde l'homme dans les yeux et lui demande s'il peut supporter sa voix. Elle est presque sûre qu'avec l'aide du pouvoir divin, elle pourra le calmer, et la jeune fille demande mentalement de l'aide à Dieu. L'homme dit très doucement que oui, il saura la tolérer. Daylin pense que ce chien sait endurer et cela mérite des éloges. Cependant, elle se demande combien de temps cela va durer. Daylin demande son nom à l'homme alors qu'il est encore en traitement. Il a l'air calme, ne quitte pas la jeune fille des yeux et dit tout aussi doucement qu'il s'appelle Kels. Daylin dit que c'est un très joli nom. Elle demande qui l'a donné à Kelso, qui répond qu'il ne sait pas. La jeune fille en est surprise et se rend compte que la conversation ne tient pas. Cependant, à quoi d'autre s'attendait-elle? Daylin décide de demander à Kels s'il s'en prend souvent aux autres comme ça. En réponse, Kels la regarde avec un regard plein d'incompréhension et la jeune fille se rend compte qu'il n'a pas compris la question. En essayant d'entamer une conversation, l'estomac de la fille gronde et à ce son, Kels commence instantanément à grogner, passant en mode combat. Daylin se rend compte qu'il n'aime pas du tout ces sons. Daylin dit sans enthousiasme à Kels que le traitement est terminé pour aujourd'hui, mais qu'elle reviendra. Et maintenant, elle ferait mieux d'aller chercher quelque chose à manger pour que son estomac ne fasse pas de bruit aussi dérangeant. La fille fait une autre tentative pour se rapprocher. Elle demande à Kels s'il a faim et s'il aimerait quelque chose à manger, elle apporterait à manger ensemble pour le dîner. Kels la regarde et n'accepte qu'un seul mot. Daylin note que Kels ne dit pas un mot lui-même, mais répond aux questions par « oui » ou « non ». Elle lui demande gentiment d'attendre sur le canapé pendant qu'elle descend et apporte la nourriture. Kels accepte une fois de plus et se dirige docilement vers le canapé renversé. Daylin se rend compte avec une certaine satisfaction qu'il fait tout ce qu'elle lui dit, et c'est sympa. Avec un sourire heureux, elle quitte la pièce et se rend compte que tout s'est mieux passé que prévu. Elle en a assez d'attendre une attaque, mais si Kels n'est pas provoqué,
Il se comporte docilement. Daylin renifle joyeusement les merveilleux arômes qui flottent ici et est ravie de penser que le dîner a même été préparé pour eux. Cela remonte vraiment le moral de la fille, ses yeux brillent littéralement. Daylin chante alors qu'il se dirige vers la source des délicieuses odeurs et rêve que le bœuf pourrait sentir comme ça. Elle n'a pas goûté grand-chose dans sa vie, donc elle ne peut pas savoir exactement quelle est cette odeur. Une femme luxueusement habillée est assise avec une tasse de thé à une table élégante. Elle dit qu'on lui a dit que la fille était déjà arrivée dans ce domaine et qu'elle avait dû rencontrer Kells à l'intérieur maintenant. Un petit garçon se tient à proximité, également habillé en aristocrate. La femme lui demande s'il attend également cette rencontre avec impatience, et le petit Sébian dit à sa mère qu'il l'attend vraiment avec impatience. La mère et le fils regardent rêveusement par la fenêtre. À côté d'eux, ils voient les bottes de quelqu'un d'autre, probablement celles d'homme. Ils sont très intéressés par CE que sera le héros de la 8e équipe. Daylin regarde avec horreur Kells manger, comment il se blesse dans le processus et avec quelle colère il brise les assiettes et disperse la nourriture autour de lui, comme si quelque chose le tourmentait. Au cours d'un simple dîner, Kells se blesse à nouveau à la bouche et aux mains, inondant tout autour de son propre sang. Quelle est l'ampleur de la méchanceté et de la haine qui l'entoure? Daylin crie d'horreur face à ceux qu'il a vus. Une belle femme regarde par la fenêtre pendant que les pigeons volent dans toutes les directions et dit à haute voix qu'elle en est sûre. Sébian de Kells fera une personne merveilleuse, elle n'en doute même pas. Horrifiée, Daylin se précipite vers Kells, se préparant immédiatement à le soigner. Elle est désespérée, car elle ne comprend pas d'où vient tant de sang et demande fébrilement s'il va bien. La jeune fille promet qu'elle éliminera définitivement le poison du corps de Kells, malgré le fait qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, et se concentre sur le traitement. Cependant, quelque chose ne va pas, et Daylin renifle avec confusion. Avec un grand soulagement, Daylin se rend compte que le liquide sur Kelsey n'est que du jus. Elle lui demande s'il l'a renversé parce qu'il a été surpris ou s'il s'est étouffé parce qu'il avait faim et a mangé trop vite. Daylin se rend soudain compte qu'elle criait de peur pour Kells et que cela ne pouvait pas bien se terminer. Elle essaie de s'excuser, dit qu'elle avait juste peur et qu'elle est vraiment désolée pour ces bruits. Enragée par le bruit, Kells se remet à grogner et à émettre une aura meurtrière. Daylin est presque certain que cette fois, il la tuera à coup sûr. Kells lui saisit les épaules avec des mains fortes. Morte de peur, Daylin croise les mains dans un geste de prière et se tourne mentalement vers Dieu. Elle dit qu'elle a une question qu'elle a toujours voulu poser au moment de sa mort. Daylin demande à Dieu si elle recevra une indemnité de départ à la fin de sa vie, car cela ne la dérangerait pas de mourir pour l'argent d'une belle maison au paradis. Kells lui serre l'épaule et prononce le mot poison. Kells expire, crache le jus restant de sa bouche et s'essuie négligemment la bouche avec sa main. Il dit en 3 mots à Daylin effrayée que toute la nourriture s'est avérée être empoisonnée. Heureusement, Kells n'a pas été affecté par le poison. Il va donc parfaitement bien. Daylin se demande s'il est vraiment sûr que tout va bien, puis demande comment il a découvert le poison. Kells dit que c'est bon. Daylin pense sombrement qu'il s'agit d'un réel problème. Elle remercie Dieu de ne pas avoir eu le temps de manger un seul morceau de nourriture empoisonnée. C'était parce que Kelch avait commencé à tout engloutir comme une bête dès son retour. Daylin, espérons-le, demande à Kells s'il n'y a vraiment rien qu'elle puisse manger et obtient une confirmation de sa part. La jeune fille est désespérée car elle n'a rien mangé de la journée. L'estomac de Daylin continue de grogner et Kelsa est agacée par le son. Elle pense qu'elle va mourir de faim, être empoisonnée ou être mangée par un chien affamé. Chacune des options est tout simplement incroyable. Daylin réfléchit rapidement, essaie de rester calme et trouve un moyen potentiel de sortir de la situation. Elle dit à Kells de ne pas s'inquiéter et de lui faire confiance, car maintenant elle va lui montrer quelque chose de fantastique. Daylin se précipite hors du couloir, déterminée à son idée. Déconcerté, Kells reste assis par terre, seul. Il se méfie de l'offre. Kells regarde avec incrédulité Daylin, qui est partie quelque part. Cependant, même à plusieurs pièces de là, il l'entend crier que tout est sous contrôle et qu'elle peut faire ça. Daylin, quant à lui, entre avec confiance dans la cuisine, où il va préparer lui-même le dîner. Elle comprend que la farine, les pommes de terre et les carottes ne doivent contenir aucun poison. Elles sont totalement sans danger.
L'agent de sécurité qui a apporté toutes ses fournitures à la demande de Daylin lui demande si cela suffit vraiment pour le dîner. Il est surpris qu'elle n'ait pas demandé de condiments, mais Daylin le remercie simplement. Le garde dit qu'il a contacté Lord Lorraine, il sera donc bientôt au domaine. Il demande à Daylin de le rappeler dès qu'elle a besoin de quelque chose, et Daylin lui sourit sincèrement. La fille n'est pas du tout sûre de réussir quoi que ce soit. Elle ne se souvient même pas de la dernière fois où elle a essayé de cuisiner. Sa seule expérience consiste à aider ses parents à la maison, avant même d'entrer au temple. Daylin n'a jamais pensé que son enfance dans une maison sans domestique pourrait lui être utile dans la vie. Elle pense que la soupe est simplement une question de hacher, de mélanger et de cuire, rien de compliqué. Enchantée, Daylin attrape résolument le couteau, confiante qu'elle ne sera pas capable de gâcher des ingrédients aussi magnifiques, même si elle en fait beaucoup dans le processus. Les légumes lui crient avec horreur qu'elle a tout à fait tort. Vers le soir, la calèche avec Lorraine arrive au domaine. Lorraine halète et se précipite follement à l'intérieur, sûre que quelque chose de terrible s'est produit. Il ouvre la porte et voit Daylin avec un bol dans les mains. Terrifiée, Lorraine se met à crier depuis la porte. Il demande à Madame Daylin quel est le problème. Quelqu'un à nouveau au bord de la vie ou de la mort? Kells a-t-il tué quelqu'un? Ou Dieu nous en préserve? Kells s'est enfui du domaine. Enragée, Daylin commence immédiatement à siffler après Lorraine. Elle lui ordonne de parler plus doucement, car M. Mad Dog est de mauvaise humeur, car il n'a encore rien mangé aujourd'hui. Lorraine s'excuse fébrilement. Daylin dit qu'il y a vraiment quelque chose d'important, mais Lorraine est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Comme il était aristocrate et chevalier, elle était sûre qu'il se présenterait au plus tard dans 3 jours. Daylin dit que si Kells avait tué quelqu'un ou était morte, elle aurait couru. Et elle a appelé Lorraine parce que... À ce moment-là, elle renifle et dit que quelque chose est en feu, se retourne et se dirige vers la cuisine. Lorraine la suit et se penche pour voir ce qui se passe. Il voit un oiseau brûlé dans une poêle à frire et demande à Daylin si les malédictions l'intéressent. Mais il dit que c'est le dîner. Lorraine s'excuse immédiatement en disant qu'il avait tort parce que l'oiseau est trop petit et trop mignon pour être juste un dîner. Daylin dit que petit et mignon vaut mieux que du poison, et Kells l'attrape pour le dîner. Lorraine n'en croit pas ses oreilles et demande à Daylin s'il n'a pas entendu. Elle répond qu'elle a essayé de cuisiner quelque chose à partir des produits qui se trouvaient dans le domaine, mais que soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il y a quelques heures, Daylin a apporté la soupe qu'elle avait préparée à Kells. Elle pensait qu'elle s'en prenait à lui depuis trop longtemps et que pendant ce temps, il aurait pu redevenir fou de faim. C'est étonnant qu'il soit resté calme pendant tout ce temps. Daylin, avec un plateau, entre dans le hall où se trouve Kells. Elle s'excuse pour l'attente et dit que le dîner est prêt. Elle dit qu'elle a essayé de préparer la soupe, mais elle n'est pas sûre qu'il l'aimera. Kells se tient silencieusement à la fenêtre avec un chandelier à la main. Daylin pense avec surprise qu'il ressemble à un noble aristocrate, beau même dans cet état. Mais pourquoi a-t-il besoin d'un chandelier? Alors que Daylin pense qu'en général, Kells peut bientôt faire ses débuts en tant que jeune maître s'il apprend à contrôler ses crises de colère, Kells se tourne instantanément vers l'oiseau à l'extérieur de la fenêtre et le tue avec un bougeoir. Après qu'un pigeon mort avec un chandelier à l'intérieur soit tombé de façon épique dans la cour du manoir à travers une fenêtre cassée, Kells, suffisant, se tourne vers Daylin et dit intensément que c'est de la nourriture. Daylin est tellement abasourdie par cette vue qu'elle ne peut même pas dire un mot en réponse, et elle ne peut même pas bouger. Tous ses rêves éphémères sur le jeune homme se brisent en un instant. Et ainsi, Daylin conclut son histoire avec Lorraine. Elle dit qu'elle pensait que Kells voulait de la viande pour le dîner, alors elle cuisine tout à partir de zéro. Lorraine dit que c'est mignon, et il est tellement content qu'ils s'entendent bien. Lorraine calme les problèmes de Daylin avec le poison, et Kelso et demande si elle est sûre qu'il va vraiment être le jeune maître. Il attend avec impatience le jour où Kells fera 16 débuts en tant qu'aristocrate. Daylin demande avec enthousiasme s'il a laissé sa conscience à la maison, et Lorraine dit qu'il est important pour lui d'avoir un équilibre entre travail et vie privée. Daylin dit qu'il est jaloux de lui et demande de lui faire savoir quand sa conscience reviendra. Lorraine dit à Daylin de manière rassurante de ne pas s'inquiéter, car ses progrès en si peu de temps sont vraiment impressionnants. Il espère vraiment qu'elle sera à la hauteur de leurs attentes et atteindra l'objectif ultime,
Lorraine poursuit en disant qu'à ce rythme, il n'y aura aucun problème jusqu'au jour où Lady Charlotte viendra lui rendre visite. Daylin se fige à ces mots et remet en question ce que Lorraine vient de dire. Les mains de Daylin tremblent. Elle demande à nouveau qui exactement devrait venir rendre visite à CE Domaine et à Kells. Lorraine se gratte nerveusement l'arrière de la tête et dit qu'il semble avoir complètement oublié de dire quelque chose à Daylin. Faisant l'expression la plus innocente et la plus ravie de son visage, Lorraine tape dans ses mains et dit que la famille impériale, Lady Charlotte et le petit prince Sebian viennent rendre visite à Kells. Lorraine poursuit en disant que la famille impériale est très intéressée par Kells et Daylin sent le sol flotter sous 16 pieds. À ce moment-là, toute sa vie défila devant ses yeux. Il existe de nombreuses rumeurs sur Madame Charlotte et encore plus de spéculations sur qui elle est et quel rôle elle joue dans la structure sociopolitique de Raclion. L'actuel empereur Raclion avait 2 épouses. À la mort de la première impératrice, la seconde devint la maîtresse de l'empereur, Pénélia. Cependant, l'amour de l'empereur pour Pénélia ne dura pas longtemps, et bientôt l'empereur tomba amoureux d'une autre femme. Elle devient la charmante Charlotte, que l'on surnomme la 3e impératrice. Malgré le fait que l'impératrice actuelle soit toujours en vie, l'empereur chérit beaucoup Charlotte et son jeune fils Sebian. Ils sont avant tout pour lui et se sentent comme une vraie famille. Daylin suggère d'imaginer comment Charlotte et Sebian viennent voir un chien enragé. Charlotte demande à son fils de dire bonjour au héros. Le petit garçon le salue fort. Kells devient instantanément fou à cause de sa voix. Daylin dit d'arrêter maintenant et commence à réprimander Lorraine. La famille impériale ne pouvait pas voir Kells dans un avenir proche et Lorraine lui-même a seulement demandé qui il avait tué. La jeune fille commence à se mordre nerveusement les doigts et à penser fébrilement au pire. Si quelque chose ne va pas, elle sera tenue pour responsable et exécutée en tant qu'assassin de la famille impériale par décapitation. Lorraine dit à Daylin de se calmer. Il dit que l'empereur apprécie beaucoup sa famille. C'est pourquoi ils viendront préparer pour la réunion, avec plus de sécurité que la jeune fille n'a jamais rêvé de sa vie. Daylin soupire de fatigue et répond qu'elle ne s'inquiète pas pour la vie de la famille impériale. Non, bien sûr, pour eux aussi, mais le plus important n'est pas ça. Lorraine lui promet que tout ira bien, et que tout ira bien. Mais Lorraine dit qu'elle ne pourra pas la protéger du liquide empoisonné qu'elle vient de préparer elle-même. Daylin mentionne avec perplexité la soupe, qui ressemble plus à une potion dans le chaudron d'une méchante sorcière qu'à un repas. Lorraine précise si elle va le donner à Kells. Daylin se concentre sur le mélange de la soupe et dit que cela n'a peut-être pas l'air bien, mais il ne peut pas continuer à manger le poison qui se trouvait dans chaque repas au domaine. Lorraine se gratte à nouveau l'arrière de la tête d'un air penaud et dit avec un enthousiasme refoulé que cela arrive assez souvent. Daylin n'arrive pas à croire qu'il réagisse ainsi, comme s'il n'y avait rien de dangereux à cela. Lorraine s'approche et dit qu'elle va très bien, qu'elle cuisine. Il promet d'envoyer au domaine des produits frais provenant d'agriculteurs attentionnés. Et puis, il voit une soupe qui a sa propre conscience. Lorraine, dans un accès de peur, ramasse le pot et s'apprête à verser son contenu, la progéniture de Satan, à la poubelle. Daylin essaie de l'arrêter et crie qu'elle n'a plus de course, qu'elle ne peut pas faire ça. Daylin convainc Lorraine d'au moins essayer. Peut-être que cette nourriture a meilleur goût qu'elle n'en a l'air. Lorraine dit que certaines choses dans le monde sont comprises à première vue et qu'elle préférerait déjà nourrir le poison de Kells. Daylin pleure et dit que Kells ne serait pas morte du poison, mais elle l'a fait. Ce devait être son premier repas de la journée. Lorraine dit avec scepticisme qu'elle devrait simplement manger ses pommes de terre crues. Lorraine se souvient soudain qu'il y a toujours ce petit oiseau et Daylin ferait mieux de le manger. À ce moment-là, l'oiseau sort de la poêle sous la forme d'un esprit maléfique sombre et animé, et la situation devient encore pire. Lorraine insiste sur le fait qu'elle enverra des produits d'épicerie et un livre de cuisine au domaine, mais ils doivent être jetés. Daylin pince les lèvres et dit que c'est toujours de la nourriture, mais Lorraine dit catégoriquement que c'est une insulte. Soudain, la porte s'ouvre avec un puissant impact. Lorraine, Daylin et la nourriture noire regardent là-bas avec horreur. Dans l'embrasure de la porte se tient un Kells maléfique, avec une aura maléfique émanant de lui. Il ne dit qu'un seul mot, nourriture. Avec un grognement bestial, Kells exige qu'il soit nourri immédiatement.
Lauren et Daylin se figent dans la stupeur, mais ensuite la fille se ressaisit et dit que maintenant elle va tout mettre sur la table. Ce qui aurait dû être de la soupe ressemble à de la gelée violette. Kels regarde sévèrement ce malheur, mais en un instant, il saisit la gelée avec sa main, la serre dans un poing et commence à manger, la mettant littéralement dans sa bouche. Lauren et Daylin regardent, sous le choc, Kels le mâcher et le manger. Ils n'arrivent pas à croire que ce soit possible. Daylin rassemble le courage de demander à Kels si cette nourriture lui convient. Kels hoche fermement la tête, avale tout dans sa bouche pendant qu'il nettoie son assiette, puis tend la main vers Daylin et lui dit de lui apporter davantage de cette nourriture. Daylin n'en croit pas ses oreilles. Contrairement à Daylin, qui est en quelque sorte habitué à Kels, Lauren est vraiment sous le choc. Il est soudainement rempli de foi en Dieu et pense que, probablement, Dieu s'occupe vraiment correctement de Madame Daylin. Lauren se tourne vers Kels, qui est toujours en train de mâcher, et il dit qu'il y avait du poison dans la nourriture que les cuisiniers ont préparée hier, et demande ce que c'était. Kels répertorie régulièrement 2 ingrédients qui composent les poisons. Daylin, très surprise, avec une casserole dans les mains, demande à Lauren si Kels peut distinguer les poisons. Lauren dit que la 8e équipe a été formée pour identifier les poisons et développer une résistance à chacun. Daylin ne comprend pas vraiment l'essentiel de l'entraînement. Elle demande si l'ouïe et l'odorat aigu des membres de la 8e escouade sont également le résultat de CS entraînement, car ils y sont affûtés comme de vrais animaux. Lauren dit que la formation a amélioré ses capacités innées. C'est le résultat d'une éducation d'enfant avec d'excellents indicateurs. Il a entendu dire que pendant l'entraînement, ils utilisaient des sorts et que Daylin sautait dessus. Toutes les forces invisibles sont considérées comme divines et sont contrôlées par l'Église. À l'exception des prêtres de bataille, tous les autres ont le droit d'utiliser ces pouvoirs exclusivement pour sauver et guérir les gens. Daylin pense qu'utiliser des sorts pour transformer des enfants en armes est horrible et erroné. Perplexe, elle demande à Lauren si l'Église a participé à ces exercices. Lauren fait une pause un instant, choisissant soigneusement ses mots, puis sourit et demande à Daylin si elle est sûre de vouloir connaître la réponse. Daylin se fige, elle ne sait pas quoi répondre et est très nerveuse. L'atmosphère est soulagée par Kels qui saisit soudainement le bord de la poêle et la retire des mains de Daylin, la rapprochant de lui. Il continue de manger cette horrible concoction avec plaisir en se léchant les doigts. Daylin frissonne et dit qu'elle s'en fiche, moins vous en savez, mieux vous dormez. Elle essaie mentalement de se convaincre qu'il n'y a rien de mal à ce qu'un groupe bien connu abuse des sorts. Lauren sourit en retour et dit qu'en élevant les enfants de la 8e équipe, aucune erreur n'a été commise. Et aussi, il n'y a pas un seul perdant parmi eux. Ils sont tous parfaits, jusqu'au bout. Lauren dit également que c'est difficile à croire, mais qu'il existe de nombreuses façons d'effacer une personne de la surface de la Terre, comme si elle n'avait jamais existé. 6 mots pénètrent dans le cœur de Daylin. Lauren sourit toujours lorsqu'il dit qu'il espère le meilleur pour cette situation et croit aux capacités de Daylin. Cependant, maintenant, son sourire et ses paroles ne sont plus aussi gentils. Daylin sursaute alors qu'elle enroule ses bras autour d'elle, le visage déformé par la terreur. Elle dit avec enthousiasme que bien sûr tout ira bien, qu'elle ne vous laissera pas tomber et que Lauren peut compter sur elle. Lauren quitte le domaine tard dans la nuit, alors que Daylin a déjà enfilé son pyjama et se prépare à se coucher. Elle se tient dans sa chambre près de la fenêtre et renvoie Lauren avec un air mécontent. En regardant Kels, qui mangeait la nourriture qu'elle avait préparée avec beaucoup d'appétit, Daylin décida d'essayer. Il s'est avéré que ce n'était vraiment rien de mieux qu'un poison, et elle et Lauren se sentaient malades. Incapable de supporter cela et la tension générale des paroles de Lauren, Daylin s'est enfuie dans sa chambre pour dormir, laissant Lauren avec Kels. Lauren a plaidé après elle qu'il avait besoin de guérison et de bénédiction. Daylin se laisse tomber sur son lit avec lassitude et note qu'au moins c'est très confortable et qu'il n'y a pas de surprise. Elle suppose que Kels s'est endormi après le dîner, c'est pourquoi c'est si calme ici. Ses yeux commencent à se fermer. Daylin bâille profondément et se dit que Kels n'a pas d'importance pour le moment. Il ne va certainement pas mourir, alors elle doit s'inquiéter pour elle-même. Elle ajuste les oreillers et se prépare à se coucher. Happy Daylin pense que ce lit est incroyablement doux. Elle n'a jamais eu une couverture aussi merveilleuse et douce de sa vie.
Après tout, il doit y avoir au moins quelque chose de bon dans la situation dans laquelle elle se trouve. Alors que Daylin gazouille joyeusement et espère dormir tard demain, Kels apparaît soudainement à son chevet. Il grogne de mécontentement, effrayant la fille, et elle ne comprend pas quelle en est la raison. Quoi qu'il en soit, Daylin se sent déjà beaucoup plus en confiance face à l'agressif Kels. Elle fouille tranquillement sous ses oreillers et en sort un sifflet, prête à s'en servir à tout moment. Lorsque Kels voit le coup de sifflet, il sursaute et perd immédiatement son esprit combatif. Maintenant, il ressemble plus à un chiot battu. Daylin est très heureux que cela ait fonctionné et Kels a peur du coup de sifflet. Daylin expire un peu et espère vraiment que la démonstration sera suffisante. Elle ne veut vraiment plus utiliser le sifflet. La jeune fille prend une profonde inspiration et demande à Kels ce qui ne va pas, pourquoi il est en colère. Kels dit avec exaspération que c'est trop fort pour lui. Daylin ne comprend pas ce qu'il demande. Kels dit que sa voix, c'est pas sa respiration, tout cela est très fort et ne lui permet pas de dormir paisiblement. Daylin est surprise que Kels ait réussi à lui expliquer la raison et commence à s'excuser. Elle est très excitée, car elle n'a jamais dormi sur un tel lit et promet d'être plus calme si Kels revient à elle-même. Soudain, la jeune fille se rend compte que ses chambres et celles de Kels sont à des étages différents et à des extrémités différentes de l'immense domaine. C'est une très longue distance pour entendre quoi que ce soit. Elle regarde Kels et vérifie s'il a réellement entendu ses pas et sa respiration directement depuis sa chambre. Agacé, Kels confirme que oui, c'est trop bruyant et insupportable pour lui. Daylin se souvient des paroles de Lauren sur l'entraînement et les sentiments accrus. Elle savait que quelqu'un était sensible, mais c'en était trop. La fille est sûre que c'est une conséquence de l'utilisation de sorts sur de jeunes enfants. Daylin demande à Kels s'il peut aller chez lui et se coucher si elle le demande. Cependant, elle-même voit à son expression faciale et à sa posture que c'est une tâche impossible, peu importe ce qu'elle demande. Daylin soupire et s'assoit sur le lit. Elle se rend compte qu'elle ne pourra pas non plus dormir maintenant et propose donc de simplement discuter. La fille suppose que si elle se détend un peu, elle aura envie de dormir à nouveau. Daylin demande à Kels de s'asseoir à la petite table pendant qu'elle lui prépare du thé. Elle lui déplace une chaise et Kels se dirige docilement dans la direction indiquée sans signe visible d'agressivité. Kels s'assoit sur une chaise, le dos droit comme un bâton. Daylin admire à quel point il est assis droit, comme une pièce de musée. Elle se demande où il a appris à tenir sa posture si habilement. La jeune fille voit qu'il reste encore du thé dans la théière posée sur la table qu'elle s'est préparée elle-même plus tôt. Cependant, il est déjà trop cuit, alors elle pense qu'elle devrait peut-être en faire un nouveau dans la cuisine. Et en un instant, elle décide qu'elle ne se soucie pas de CIS, bagatelle. Daylin demande à Kels de ne pas être surpris et prend la bouilloire. La seconde suivante, la bouilloire commence à chauffer à cause de la magie et Kels le regarde fixement. Kels demande à Daylin si elle est un prêtre de bataille, et elle lui dit calmement non, et verse à nouveau gracieusement du thé chaud dans les tasses. Les prêtres sont divisés en plusieurs types. Les prêtres ordinaires entrent en fonction dans les églises immédiatement après leur formation théologique ordinaire. Les prêtres nés naissent avec un pouvoir divin sans l'intervention de l'Église. L'Église les trouve et en fait des prêtres, développant ainsi leurs dons. Et les derniers, les prêtres de combat, qui possèdent des pouvoirs divins spéciaux et uniques par rapport aux prêtres ordinaires et participent aux batailles. Habituellement, le pouvoir divin est le pouvoir de guérison, mais il peut parfois se manifester sous forme de télékinésie ou de magie du feu. Un prêtre doté de tels pouvoirs devient un combattant et, sans exception, va au front. Leur capacité est en fait un tir de canon ou d'arc plus rapide, mais ils gagnent rapidement en popularité et en promotion. Le problème est que Daylin ne veut pas mourir et garde son pouvoir secret. Après ces mots, Kels regarde pensivement sa tasse de thé. Daylin ne pense pas qu'il le dira à personne, mais partager un secret est le moyen le plus rapide de créer des liens. Kels verse la tasse entière dans sa bouche d'un seul coup, tandis que Daylin lui crie d'arrêter. Bien sûr, il se brûle la gorge et Daylin doit le soigner sur place, tout en lisant les notes indiquant que ce n'est pas possible. Elle verse à Kels une deuxième tasse et lui dit qu'il se détendra quand il se réchauffera, mais qu'il devrait boire lentement. Daylin demande à Kels « Buvez lentement, gorgée par gorgée, appréciez l'arôme. »
Kels boit et Daylin pense qu'elle n'était qu'une novice ordinaire jusqu'à ce que ses pouvoirs divins se réveillent. Cependant, cela n'a fait qu'augmenter la charge. Elle doute qu'un pouvoir spécial puisse l'aider. Daylin pense que si vous regardez Kels, il a suivi tout cet entraînement et a risqué sa vie en combattant pendant la guerre, et en fait, il s'est retrouvé avec... Ici, les pensées de la jeune fille se tournent vers le corps sexuel. Daylin se rend compte qu'elle a été emmenée dans un mauvais endroit et se gifle avec confusion, essayant de se concentrer. Kels semble surpris par un changement de comportement aussi soudain. La fille s'excuse rapidement. Elle dit que ce n'est rien de tout ça. Elle réfléchissait juste parce qu'il faisait trop sombre. Daylin allume la bougie avec magie et demande à Kels si cela le dérange si elle le fait. Kels s'éloigne instantanément du feu et Daylin pense tardivement qu'elle n'aurait pas dû allumer le feu s'il est si sensible. Elle demande à Kels s'il doit souffler la bougie, mais il ne prend qu'une gorgée de son thé. Daylin demande à Kels s'il se sent mieux, car il a l'air beaucoup plus détendu maintenant que lorsqu'il est entré dans sa chambre pour la première fois. Kels se dit oui, un peu, et Daylin pousse un soupir de soulagement. Kels boit lentement son thé pendant que Daylin lui demande s'il entend autre chose que sa voix. Kels entend le saut de 3 oiseaux. 5 souris, le changement des gardes à la porte principale devant la fenêtre. Daylin est choqué. Kels se dit qu'il s'est entraîné pour ça, mais Daylin pense que c'est trop. Si vous commencez à entendre tout cela, vous pouvez devenir fou. Maintenant, elle comprend pourquoi il était si en colère et est venu la voir la nuit. Daylin pense naïvement que Kelso se sentira peut-être mieux si elle se bouche les oreilles, et elle tend les mains, essayant de concrétiser son idée. Ce mouvement rend Kels instantanément fou et grogne. Pour lui, cela ressemble à une menace. Daylin retire rapidement ses mains et se maudit de ne pas pouvoir apprendre du tout à penser avec sa tête. Daylin revêt une personnalité incroyablement enthousiaste et dit qu'elle aidera certainement Kels. Elle est convaincue qu'il existe un autre moyen d'améliorer l'état de Kels et qu'il est de son devoir de le trouver. Daylin mène le dialogue, demandant à Kels ce qu'il fait habituellement. Il répond simplement à cela par de l'entraînement, du sommeil et de la nourriture. Daylin doit littéralement lui forcer chaque mot. Le matin, les oiseaux chantent joyeusement devant la fenêtre et Daylin est assise sur le lit, comme si elle était morte et ramenée à la vie. Apparemment, elle n'a jamais dormi cette nuit-là. La nuit, lui et Kels ont eu une petite conversation et cela l'a aidé à enfin se calmer. Daylin lui a demandé avec un pouvoir divin et l'a renvoyé au lit. Il devait dormir profondément car il n'est pas revenu. Mais Daylin n'arrivait plus à dormir. Elle a regardé le plafond avec des yeux vitreux toute la nuit, consciente que Kels pouvait entendre chacune de ses respirations et que cela pourrait le mettre mal à l'aise. Daylin déplore qu'elle ait d'abord dû s'inquiéter d'être empoisonnée pour avoir été avec Kels, et maintenant elle doit s'inquiéter du fait qu'elle respire trop fort dans son sommeil, et c'est insupportable. La fille ferme brusquement la bouche, parce que si Kels ne dormait pas, il pourrait l'entendre maintenant et courir pour grogner. Elle essaie de se lever prudemment du lit et d'aller à la cuisine préparer le petit déjeuner, très tranquillement. Soudain, Daylin entend des voix fortes à l'extérieur de la fenêtre. Les gens, des cartons à la main, se demandent qui vit dans un tel terrain vague et pourquoi un si grand domaine. Daylin est horrifiée. Ne leur a-t-on pas dit de se taire? Les hommes continuent de spéculer sur le propriétaire du domaine et envisagent de l'embaucher, tandis que Daylin, depuis la fenêtre, réfléchit à la manière de leur dire de se taire. L'un dit à l'autre que ce n'est pas une bonne idée de travailler ici, car certains endroits doivent garder leurs secrets, et l'autre est d'accord. Kels est assis au-dessus d'eux sur une branche en ce moment. Les hommes se retournent brusquement. L'un d'eux demande à l'autre s'il entend le grognement d'un animal prédateur à proximité. À ce moment-là, Kels leur saute d'un arbre et Daylin lui crie d'arrêter. Les deux hommes ont apparemment décidé qu'ils pouvaient ignorer les avertissements de leur employeur et les inciter à se taire. Lauren les a prévenus, mais ils n'ont pas pris ses paroles au sérieux. Lorsqu'on demande à Lauren s'il pense que ces deux-là seront à la hauteur, il répond oui, s'ils prennent ses paroles au sérieux. Sinon, seuls 2 cadavres supplémentaires apparaîtront pour le nettoyage. Cependant, Lauren pense que même si les 2 hommes survivent à cela, ils devront quand même être expulsés pour des raisons de sécurité. Les hommes regardent avec choc Kels se précipiter vers eux. Soudain, il y a un grand bruit, la fenêtre s'ouvre.
Criant à Kels d'arrêter, Daylin tombe par la fenêtre. Elle ne s'attendait pas à un tel saut de sa part et se maudit maintenant avec une expression d'horreur. Alors que Daylin pense qu'elle aurait pu simplement siffler et ne même pas sortir par la fenêtre, Kels se rend déjà compte qu'elle va tomber et au moins se blesser, alors elle se précipite en avant, ignorant les hommes. Peu importe à quel point les réflexes de Kels étaient incroyables, et même s'il ne parvenait pas à attraper Daylin parfaitement, elle tombait plutôt sur lui. Cependant, l'objectif principal a été atteint. La jeune fille n'a pas été blessée. Les hommes haletants se rapprochèrent immédiatement de Daylin et Kels et commencèrent à répéter. Ils demandèrent sans cesse si la jeune femme allait bien, pourquoi elle avait sauté par la fenêtre et qui était cet homme mystérieux. Agacés par leur comportement, Daylin sursaute et crie si les deux ont oublié tout, ce dont ils avaient été avertis. Ils doivent immédiatement fuir, sortir d'ici et ne pas faire de bruit, disparaître. L'un des hommes se dit perplexe de savoir qui que soit Daylin. Ils sont là pour livrer ces cartons à la porte. C'est le travail pour lequel ils se sont inscrits et doivent faire, donc ils ne peuvent pas s'enfuir. Daylin panique et crie que c'est pour leur bien, qu'ils doivent sortir maintenant s'ils ne veulent pas mourir. Kels est déjà très agressif et commence à grogner méchamment contre les hommes devant lui. Ce n'est que maintenant que les hommes remarquent Kels. Ils se rendent vite compte que la jeune femme a raison et s'enfuient juste pour les voir. Ce faisant, les hommes crient qu'ils ont pris conscience de la valeur de leur propre vie. Daylin et Kels restent finalement silencieux. Daylin soupire de fatigue et est heureux que ces deux-là aient finalement obéi et soient partis. Et il est encore plus heureux que Kels se soit retenu et ne les ait pas tués sur le coup. Daylin espère soudain que le chien enragé s'est calmé après l'avoir attrapé. Elle se tourne vers Kels et le remercie un peu maladroitement de l'avoir sauvé de la chute par la fenêtre. Cependant, Kels est toujours dans un état agressif. Daylin suppose qu'il aurait pu attraper par réflexe quelque chose qui tombait. Elle s'accroche à Kels et le supplie de se calmer, de laisser partir ces deux-là cette fois. Kels ne répond pas, et Daylin se rend compte qu'il ne peut pas l'entendre. Elle pense qu'elle devrait essayer d'utiliser le sifflet, mais à ce moment-là, elle entend quelque chose d'étrange. Le cœur de Kels bat à tout rompre. Il est alarmé. Daylin prend du recul et dit à Kels que tout va bien. Ces deux hommes viennent d'apporter la nourriture. Ils ne représentent pas une menace et sont déjà partis. Ils ne vous dérangeront plus. Kels se calme. Daylin en est content. Après tout, Kels n'est qu'une personne aux sentiments exacerbés. De plus, il a passé beaucoup de temps sur le champ de bataille. Puis ils ont constamment essayé de l'empoisonner. Il n'est pas étonnant que tous ceux qui ne lui est pas familier semblent constituer une menace pour Kels. Il serait mort s'il ne réagissait pas immédiatement lorsqu'il sentait un danger, et c'est ainsi qu'il a vécu pendant de nombreuses années, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Daylin se rend compte que sa tâche principale est d'apprendre à cette machine à tuer et à vivre en temps de paix. Elle décide qu'elle ne traitera Kels que comme un humain afin de lui apprendre à être humain. Daylin sourit sincèrement alors qu'il se dirige vers le manoir avec Kels. Elle dit qu'il a fait un excellent travail pour contrôler sa tendance meurtrière. Et puis elle propose d'entrer et de soigner ses cicatrices. En tout cas, Daylin est très fière d'elle. Elle a réussi à trouver un moyen de sortir d'une situation potentiellement dangereuse et inhabituelle, mais il y a quelque chose qui ne donne pas la paix à la fille pendant tout ce temps. Des gardes bâillants sortent du domaine en s'étirant. L'un gronde l'autre en disant qu'il vient de commencer à travailler comme agent de sécurité. Comment a-t-il même réussi à dormir pendant le début de son quart de travail du matin? Daylin appelle bruyamment les gardes alors qu'il se tient devant eux, et les expressions des gardes changent instantanément. Daylin leur demande gentiment s'ils ont passé une bonne nuit de sommeil, ce qui n'augure rien de bon. En fin de compte, Daylin a expliqué aux deux hommes, avec sévérité et émotion, ce qui venait de se passer dans la cour. Les gardes étaient terrifiés. Ils n'entendaient même rien. Ils ont présenté à la jeune fille leurs plus sincères excuses. Daylin emmène Kels dans la maison, dans ses chambres, et lui demande de s'allonger sur le lit pour se faire soigner. Kels regarde le lit en silence, sans bouger, et Daylin réalise que quelque chose ne va pas. Elle amène Kels elle-même au lit, étend le drap, renverse les oreillers et demande à nouveau. Étonnamment, cette fois, tout fonctionne, et Kels s'allonge docilement sur le lit, face vers le haut, sur le dos. Daylin dit qu'elle va soigner le dos de Kels aujourd'hui, alors elle lui demande de se retourner sur le ventre. Elle utilise le geste et ça donne un super résultat. La fille se souvient de les utiliser.
Kels est allongé à plat comme une bûche et marmonne à travers l'oreiller, ce qui est inconfortable pour lui. Daylin est d'abord surpris, puis réalise ce qui se passe et tourne doucement la tête sur le côté pour que Kels puisse respirer. Daylin commence le traitement et Kels répète qu'il est mal à l'aise. Tandis que la jeune fille se demande ce qui pourrait ne pas aller, Kels reste silencieux pendant un moment puis dit que seul le sol est confortable pour lui. Daylin sourit, elle comprend enfin. Elle dit que Kels ne doit pas être habitué à un lit moelleux. C'est parce qu'il ne dort pas beaucoup dessus. Il sera certainement beaucoup plus à l'aise une fois qu'il s'y sera habitué. Daylin continue son traitement tout en enseignant à Kels. Elle dit que ce n'est pas un champ de bataille, qu'il n'a pas besoin d'être sur ses gardes tout le temps. Lorsque son corps devient plus doux et détendu, c'est un état de confort. Daylin lui demande d'apprendre à attraper cette condition, à s'y habituer, et Kels hoche la tête en réponse. Daylin pense que Kels ne répond pas aux questions difficiles et elle devra également résoudre ce problème. Daylin se demande qu'est-ce qu'être un jeune maître de toute façon. Tous les aristocrates qu'elle avait jamais vus et rencontrés étaient des ordures carrément dégoûtantes, avides de plaisir et d'argent. Daylin soupire et espère qu'elle n'aura pas à transformer Kels en quelqu'un comme ça. Elle ne peut définitivement pas gérer ça. Vous voulez probablement dire une petite personne douce et gentille dont rêvent toutes les filles. Kels s'endort détendue, inspirant Daylin à réussir. Elle comprend qu'il reste encore un long chemin à parcourir, mais elle ne se précipitera pas. Après tout, commencer par dormir au lit vaut mieux que rien. Daylin termine son traitement et Kels continue de dormir. C'est donc une excellente opportunité pour elle. Elle entre dans la cuisine, attache ses cheveux avec un ruban et décide qu'il est temps de nourrir cette montagne de muscles. Au même moment, Kels apparaît à proximité. Il va aider Daylin à cuisiner. Dans l'imaginaire de la jeune fille, il ressemble à un gros bébé, avec une tétine dans la bouche et un bavoir. Cependant, la chemise est vraiment neuve. Daylin dit à Kels qu'ils peuvent commencer. Elle ne pensait pas qu'il se réveillerait si tôt, mais il est de bonne humeur et elle pense qu'il l'aidera à vérifier la présence de poison dans la nourriture. Daylin est un peu gênée d'utiliser Kels comme chien de recherche parce qu'elle est censée faire de lui un aristocrate, mais elle profite de toutes les opportunités pour simplement survivre dans ce domaine. La fille renifle alternativement à Kels un oignon et une carotte. Il dit avec assurance qu'il n'y a pas de poison ni là ni là. Daylin en est très heureuse, car elle craignait que le poison ne se trouve dans les nouveaux produits. Après s'être assurée de la sécurité des produits, Daylin commence à réfléchir à ce qu'elle devrait exactement cuisiner. Elle comprend que les gardes ont apporté plus de cartons que ces hommes n'ont pas apporté et qu'ils ont donc suffisamment de produits. L'un des tiroirs est entièrement rempli de divers livres de cuisine. Daylin est ravie. Elle pense que Lord Lorraine prend très soin d'envoyer autant de livres différents à la fois. Daylin prend avec enthousiasme le premier livre et le feuillette pour trouver quelque chose d'intéressant. En quelques secondes, elle referme le livre, confuse, car elle ne comprend rien. La jeune fille est très surprise de savoir pourquoi les mots ne lui semblent pas familiers. Peut-être que ce livre est écrit dans une langue étrangère. C'est très surprenant, car elle sait parfaitement lire et rédiger des notes explicatives à l'intention des dirigeants de l'Église. Kels se penche sur le livre avec intérêt. Daylin est heureux qu'il soit intéressé et suggère à l'homme d'y regarder de plus près. Elle ouvre le livre et Kels se penche encore plus bas, renifle et dit qu'il n'y a pas de poison. Daylin se rend compte que Kels ne faisait que son travail. C'est un peu décevant, mais elle met le livre entre les mains de Kelso et lui demande d'essayer de regarder le contenu du livre au lieu de renifler. Kels regarde le livre avec un frisson et soudain une terrible vérité apparaît à Daylin. Elle est surprise qu'ils aient été autant formés, mais qu'on ne leur ait pas appris à lire. Kels dit que la lecture n'est pas nécessaire pour combattre. Daylin se demande avec colère comment ils ont pu élever des enfants comme ça en premier lieu. Qui a même décidé que c'était une bonne idée? Elle est intéressée, car elle en subit actuellement les conséquences. Daylin soupire et dit à Kels qu'il semble qu'elle va devoir lui apprendre à lire. Kels se questionne. Il ne comprend pas la fille. Daylin confirme, et Kels reste silencieux en réponse. Daylin voit que Kels ne dit rien. Mais il n'est pas en colère, pense-t-il de cette façon? Elle devine qu'il n'a dit que oui et non auparavant, donc il ne sait pas ce qu'il aime. Daylin pense qu'elle doit lui apprendre à gérer ses sentiments maintenant, en plus de lire et de dormir au lit.
Elle dit à voix haute que tous les aristocrates savent lire. Donc, il apprendra. Cependant, la fille note que Kels ne pourra pas devenir un maître s'il meurt de faim et qu'elle doit donc d'abord le nourrir. Cela tue son enthousiasme car elle ne comprend toujours pas le livre de recettes. Daylin lit que vous devez d'abord couper l'oignon et la carotte en petits morceaux. Elle demande distraitement à Kels s'il sait ce que cela signifie. Kels dit qu'il sait ce que c'est que de couper en petits morceaux. Daylin est surpris, mais se rend vite compte qu'ils ont été formés pour traiter les humains. Cela a donc du sens. Elle range le livre, montre les oignons et les carottes à Kels et propose de les essayer s'il le souhaite. Kels regarde les légumes en silence, puis saisit rapidement le couteau à la main. Il passe instantanément en mode agressif et Daylin à proximité est mort de peur par son apparence. Daylin se maudit mentalement. Elle a réussi à oublier que cet homme était une arme humaine. Elle lui dit que ce n'était pas un champ de bataille, puis elle lui mit ce foutu couteau dans les mains. Daylin transpire de terreur et pense qu'elle doit rester à l'écart. Nous devons nous préparer à fuir à partir d'ici. Peu importe les légumes, pour une fille, sa vie passe avant tout. Kels se met au travail. Il coupe les légumes en morceaux de plus en plus petits, faisant preuve de technique incroyable. Daylin est ravie. Elle pense avoir entrevu l'avenir de l'humanité dans ces techniques. La jeune fille pense que couper en petits morceaux n'est pas pour tout le monde. Kels lui dit joyeusement que c'est prêt. Sa voix sortant Daylin de S.I. pensée. Daylin dit à Kels que son travail était un spectacle à voir. Elle se penche plus près de la table car elle veut voir de plus près comment exactement il a géré les légumes. Les légumes ressemblent davantage à une purée, réduite en purée dans un mélangeur. Daylin ne s'attendait pas à cela. Elle dit que Kels a coupé les oignons et les carottes en très petits morceaux, mais le livre ne voulait probablement pas dire cela. Daylin demande si Kels a déjà utilisé ses compétences pour autre chose. Kels dit d'un ton maussade que bien sûr il l'a fait. Captif, torture, corps d'ennemi, et tout ça. Daylin le regarde avec un air hébété pendant quelques secondes. Elle n'essaie même pas de comprendre ce qu'elle a entendu, mais croise les mains dans un geste de prière et prie pour la paix des sœurs oignons et carottes. Daylin décide qu'il vaut mieux ne pas réfléchir du tout. Mieux vaut se concentrer uniquement sur son alimentation et ne pas s'inquiéter. La recette continue, il faut couper la viande et ajouter de l'huile dans la poêle. Daylin demande au Dieu de passer cette journée. Elle n'a besoin de rien d'autre. Cependant, avec Kels, il cuisine habilement selon la recette et le résultat final est vraiment agréable à regarder. Le ragoût prêt a non seulement l'air très savoureux, mais a également un arôme merveilleux. Rien à voir avec l'horrible gelée d'hier. Happy Daylin pense qu'elle n'a pas senti une telle odeur depuis longtemps. La fille regarde Kels et pense que tout s'est bien passé uniquement parce qu'il l'a aidée. Avant, elle ne savait pas qu'il fallait autant de dextérité, d'endurance et de force pour se débrouiller en cuisine. Ravie, Daylin se tourne vers Kels et lui demande ce qu'il pense de la cuisine. Était-il d'accord pour qu'il le fasse? Kels répond calmement que ce n'était pas un travail difficile. Daylin soupire et se rend compte qu'il doit demander différemment. Elle demande si Kelso s'est amusé dans le processus. Kels se fronce les sourcils, ne comprenant visiblement pas ce que Daylin entend par plaisir. Daylin se demande comment elle va expliquer à Kelsa ce que signifie s'amuser. Elle demande s'il aimait cuisiner. Cependant, elle est sûre que Kels ne l'a fait que parce qu'elle le lui avait dit. Daylin demande si Kels veut aider davantage. Il demande si une aide supplémentaire est nécessaire. La fille dit que s'il le veut, il n'est pas obligé de le faire. Kels est choqué par ces paroles, à quel point c'est inutile. Daylin sourit largement et dit que ça va, elle pourra trouver autre chose. Après tout, elle a toutes les chances de s'améliorer en cuisine une fois qu'elle l'a suffisamment pratiqué. Kels, avec de la passion dans les yeux, presse sa main sur son cœur et dit ce qu'il veut, qu'il aiderait certainement Daylin à nouveau. La jeune fille pense que tout cela est dû au terrible repas d'hier et qu'il est un traître. Daylin dit qu'elle attendra avec impatience son prochain plat, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne se sent pas satisfaite. Et elle ne comprend pas pourquoi, car Kels a vraiment dit sincèrement qu'il aimait cuisiner. Quoi qu'il en soit, Daylin remercie Kels pour son aide et demande d'apporter le ragoût à table pendant qu'elle met la table pour deux. Elle n'oublie pas de lui rappeler d'utiliser des gants pour ne pas se brûler les mains avec la poêle.
Le ragoût était très savoureux, malgré un arrière-goût légèrement amer, et la socialisation de Kels commença. Cependant, il y avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre même après avoir appris à parler. Daylin appelait à tour de rôle Kelsa différentes choses, soupe, lit, épinards, etc. Et il répondait s'il aimait ce nom ou non. À un moment donné, la fille a décidé de lui demander s'il l'aimait bien. Kels se dit franchement qu'il n'aime pas Daylin. Ces paroles blessèrent la jeune fille jusqu'au cœur. Elle serre le poing et pense que Kels est un vrai chien grossier et mal élevé. Daylin pense que c'est désespéré. Comment Kels peut-il répondre si rapidement sans réfléchir? Même les chiens montrent leur amour à ceux qui se soucient d'eux, et celui-ci... Et comment une personne peut-elle être comme ça? Daylin fait une autre tentative désespérée. Elle demande directement à Kels pourquoi il ne l'aime pas. En retour, elle reçoit une réponse courte et sincère. Elle est trop bruyante. Daylin crie de surprise. Elle ne s'attendait pas à entendre ça. L'instant suivant, elle ferme la bouche et pense comprendre pourquoi Kels pense qu'elle est bruyante. Elle est vraiment très émotive. De plus, Daylin a été au bord de la mort à plusieurs reprises dans son sommeil parce qu'elle ronflait et grinçait des dents chaque nuit pendant son sommeil. Mais elle n'arrive pas à rester endormie et son sommeil est perturbé à cause d'une fatigue constante. Daylin essaie de se justifier auprès de Kels. Elle agite les mains et bavarde en disant qu'elle ne ronfle plus et ne grince plus autant des dents ces derniers temps. Kels répond qu'elle est bruyante. Déprimée, Daylin pense que Kels apprend à s'adapter assez rapidement, mais elle est toujours confuse quant à sa sensibilité accrue à tout ce qui l'entoure. Kels a l'air totalement prêt à faire ses débuts dans le monde supérieur, à en juger par la façon dont il coupe et mange son steak. C'est très élégant, mais pour tout le reste, c'est un désastre. Le fait qu'il ait appris à tolérer plus facilement les sons ne veut pas dire qu'il ne le gêne plus. Il supporte à peine les bruits que fait Daylin dans ce domaine calme. Il ne supportera pas le ballon de toute façon. Daylin demande en quoi la respiration pourrait déranger Kels. Elle n'est pas son ennemi, et il s'en souvient. Elle ne se promène pas avec un couteau dans la poche. Elle ne cherche pas à lui trancher la gorge. Kels répond qu'elle est bruyante. La fille dit qu'elle a besoin de respirer pour vivre, c'est logique. En réponse, Kels dit d'un seul œil que dans ce cas, elle préférerait simplement mourir. Le silence en ce moment est très effrayant et stressant. Désespérément, Daylin pose des questions sur les chatons si Kelso ne les aime pas aussi. Il dit non. Des chiots? Des oiseaux? Moutons? Des vaches? Des cochons? Kels n'aime rien de ce que Daylin énumère. Daylin demande avec lassitude si Kels déteste simplement tous les êtres vivants. Il reste silencieux pendant quelques secondes, puis confirme que cela ne lui plaît pas. Daylin est juste tuée par cette réponse. Offensée, la fille dit que tout va bien. Kels pourrait ne rien aimer s'il est si bizarre. Elle prend une grande bouffée d'air et dit qu'à partir de maintenant, elle ne respirera plus du tout. Daylin espère toujours que tôt ou tard, mais un jour, elle attendra que Kels dise qu'il l'aime bien. Un vent souffle soudainement à l'extérieur de la fenêtre, faisant trembler et bruisser l'arbre près de la fenêtre. Kels se contente de le regarder, mais ne passe pas en mode agressif et ne grogne pas contre tous ceux qui l'entourent. Une feuille vole dans la pièce et Kels l'attrape automatiquement. Toujours offensé, Daylin lui dit, un peu sceptique, que c'est une feuille. Il ne va pas se battre avec la feuille, n'est-ce pas? Le cœur de Kels s'emballe, mais il se tient sous contrôle. Daylin dit qu'il doit se rappeler de se calmer. Kels prend quelques inspirations et expirations profondes comme elle le lui a appris. Kels pense que cette femme fait toujours du bruit lorsqu'elle bouge ou qu'elle dort profondément, mais il ressent avec elle quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Repos. Cette paix est différente de celle que lui imposent les sortilèges et les drogues sur le champ de bataille. Ce n'est pas du tout comme le sentiment lorsque tout lui a été enlevé et jeté dans un vide sans fin.